Une nouvelle de Pierre Bordage. On va marcher sur la Lune. Ladies and gentlemen, it's time to start. Le discours de son Excellence Yang Liwei, le délégué chinois à l'ONU, fit ce jour-là l'effet d'une bombe à fusion. Son mandarin chantant et sa voix basse donnaient à ses paroles un tour à la fois solennel et sarcastique. Les autres délégués l'écoutèrent d'un air ennuyé avant de se redresser et de lui prêter une oreille attentive, intrigués puis stupéfaits. Il n'entrait pas dans les habitudes diplomatiques de la Chine de porter en public des accusations contre l'un des membres permanents de l'ONU. Mais Beijing estimait sans doute qu'il était temps de révéler à la face du monde les nouveaux rapports de force. La République populaire de Chine s'apprêtait à mettre la dernière touche à l'ambitieux programme spatial Chang'e, à expédier sur la Lune les 3 taïkonautes qui étaient devenus les héros du parti, les fils du ciel. Son Excellence, Yang Liwei, commença par chanter longuement les louanges de son grand pays, dont la progression technologique fulgurante allait bientôt permettre au premier homme de fouler le sol lunaire. Bon nombre de délégués crurent avoir mal entendu, vérifièrent que leurs oreillettes fonctionnaient correctement, soupçonnèrent le traducteur d'avoir interprété de façon erronée les paroles du délégué chinois. Mais Yang Liwei, en parfait connaisseur de l'âme humaine, leva toute ambiguïté en répétant plusieurs fois son affirmation « Les taïkonautes du prochain programme Shenzhou 13 seraient les premiers êtres humains à marcher sur la Lune. Les premiers. » N'était-il pas logique, après tout, qu'il revînt à une civilisation aussi ancienne et prestigieuse que celle de la Chine, de concrétiser un rêve aussi vieux que l'humanité ? Mais pensèrent unanimement les 212 autres délégués présents ce jour-là dans l'amphithéâtre. On a déjà marché sur la Lune. Le 20 juillet 1969, plus précisément, un jour glorieux pour le monde libre et les États-Unis d'Amérique, un petit pas pour Neil Armstrong, un grand bond pour l'humanité, etc., etc. Un murmure de réprobation parcourut l'illustre assemblée, mais personne n'osa apostropher Yang Liwei, lui-même ancien taïkonaute du vol Shenzhou 3. On n'interrompait pas le représentant d'un pays qui rachetait tout ou partie des dettes de la plupart des pays dits évolués et qui avait mis au point la première bombe à fusion. Mais, me direz-vous, mes chers confrères et amis, on a déjà marché sur la Lune ? Reprit le délégué chinois avec un sourire qui donnait à son visage rond un air de Bouddha facétieux. Ou plutôt, on vous a fait croire qu'on a déjà marché sur la Lune. Le temps est maintenant venu de dissiper les illusions et de révéler la vérité. Que personne ici n'en prenne ombrage. Il ne s'agit nullement de mettre certains de nos très chers amis dans l'embarras. Jim Duncan, le délégué américain, se leva de son siège et quitta la salle avec fracas, signifiant à son Excellence, Yang, et au maître de Beijing, que les relations diplomatiques entre les deux grandes puissances étaient, sinon rompues, du moins très largement refroidies. La sortie retentissante de Jim Duncan n'arrêta nullement Yang Liwei dans sa démonstration. Elle faisait partie des réactions anticipées par les délégués chinois. C'était un jeu d'enfant de provoquer les Occidentaux drapés dans leur honneur démocratique et leur gloire perdue. On s'était ainsi débarrassé d'un adversaire dont le droit de veto aurait pu être embarrassant au moment de voter la résolution. Il s'agissait à présent de convaincre les autres délégués qui avaient tous, à des degrés divers, des griefs contre l'ex-puissance américaine. Son Excellence, Yang Liwei, s'y employa avec méthode. Il s'attarda d'abord sur les incohérences nombreuses et flagrantes, émaillant les images du vol Apollo 11. Car, et c'est là où nous devons porter toute notre attention, la crédibilité du vol Apollo 11 repose sur les seules images dont nous savons tous qu'elles peuvent être aisément manipulées.
Yang Liwei fait distribuer à chaque membre de l'auguste assemblée un dossier d'une 50aine de pages qui reprenait point par point les contradictions soulevées depuis plus de 50 ans par les partisans enragés de la mystification. Le délégué indien demanda à son homologue chinois quel aurait été l'intérêt de l'Amérique de monter un tel canular. « Évident », coupa Yang Liwei avec un soupçon de mépris. L'Inde, le rival le plus sérieux de la République populaire à la suprématie mondiale, réclamait depuis 10 ans le retour immédiat à la souveraineté du Népal, occupé par les armées rouges. À l'époque, l'Amérique accusait un grand retard technologique sur l'URSS et plutôt que de se lancer dans un coûteux programme spatial, elle a choisi d'utiliser le pouvoir de l'image pour affirmer une illusion de suprématie. Quelques voix s'élevèrent alors dans le silence irrespirable, soulevé par les propos de Yang Liwei. Le délégué français déclara que des experts scientifiques indépendants avaient réfuté, voire ridiculisé depuis bien longtemps, la plupart des arguties mentionnées dans le dossier. Les ombres multiples, le ciel sans étoiles, l'inexplicable flottement du drapeau américain, la lettre C sur un élément du décor, l'absence de fumée et de poussière, l'empreinte des pas, le silence du moteur du module lunaire, l'instabilité de ce même lemme, le manque de puissance et de précision des ordinateurs de l'époque, l'utilisation du satellite Tetra pour duper les contrôleurs, les plis inexplicables sur les combinaisons des astronautes, leur faible pression interne, 0,3 bar, les fortes radiations lunaires. Le délégué israélien renchérit en assurant que, contrairement aux assertions du dossier, les films rapportés par les astronautes avaient très bien pu supporter les radiations et la température de la Lune grâce aux modifications effectuées par la société Hasselblad sur le module EL500 et EL700 utilisés par l'équipage. Et aussi que le décès de certains individus techniciens ou pilotes impliqués d'une manière ou d'une autre dans le programme Apollo n'avait rien de suspect, comme les diverses enquêtes l'avaient démontré. L'Union soviétique n'avait pas été épargnée par les accidents, 7 de ses cosmonautes ayant trouvé la mort au cours d'essais de manœuvres. L'aventure spatiale comportait des risques. La République populaire elle-même avait perdu plusieurs hommes et femmes lors de l'explosion en vol de la fusée Longue Marche IF-6. Et aucune nation souveraine ne l'accusait de les avoir assassinés. Enfin, la base 51, soupçonnée d'abriter les décors lunaires ayant servi à la mystification, avait largement ouvert ses portes aux journalistes et autres inspecteurs. On n'avait rien trouvé d'autre que du matériel militaire qu'on gardait dissimulé pour des raisons bien compréhensibles de sécurité nationale. Les États-Unis avaient fait preuve sur ce sujet d'une transparence exemplaire. Son Excellence, Yang Liwei, écouta ses confrères onusiens sans rien perdre de son flegme ni de son sourire. Un spécialiste en morphopsychologie aurait probablement décelé de la jubilation dans ses yeux, en partie estompés par de minuscules lunettes rondes. Quand chacun se fut exprimé avec les circonvolutions d'usage pour ne pas froisser le géant économique et militaire du XXIe siècle, le délégué chinois demanda l'autorisation exceptionnelle de convoquer un témoin. Le président de la séance, le représentant du Kenya, donna aussitôt son consentement sans se référer à ses deux assesseurs, le délégué du Chili et de la Nouvelle-Zélande. Une telle excitation s'était emparée de l'auguste assemblée, habituellement frappée de torpeur, que personne ne s'indigna de ces manquements pourtant élémentaires à la règle protocolaire. On introduisit le témoin, un homme de type caucasien à qui il était difficile de donner un âge, probablement plus vieux que ne le proclamaient ses joues lisses et ses cheveux d'un noir de jais. Le président de la séance lui fit jurer de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Avant de l'inviter à s'exprimer, un silence de cathédrale ensevelit aussitôt l'immense amphithéâtre.
Mon nom est Richard Jenkins. Je suis né en 1944 dans l'État du Missouri, plus précisément à Saint-Louis. Les délégués en conclurent qu'il avait atteint les 80 ans et se promirent de lui demander les coordonnées de son chirurgien esthétique et de son médecin personnel, tant il s'exprimait d'une voix forte et claire. J'étais en 1968 le second assistant sur le film de Stanley Kubrick 2001, L'Odyssée de l'espace. J'étais promise à un grand avenir dans le cinéma, mais je n'ai pas fait la carrière qu'on me prédisait. En voici les raisons. 2 jours après le dernier clap du tournage, 2 hommes sont venus voir Stanley Kubrick afin de lui proposer un programme original et ambitieux. Mais Stanley avait ses propres projets en tête. Et de toute façon, il était farouchement attaché à son indépendance. Il me présenta aux 2 hommes en leur disant que j'étais un jeune réalisateur talentueux et qu'ils pourraient sans doute trouver un terrain d'entente avec moi. Ils m'emmenèrent dans un coin désert pour m'exposer leurs dessins. L'un était des services secrets américains et l'autre de la NASA. Ils me dirent que ces foutus bâtards de communistes étaient sur le point d'expédier un homme sur la Lune et qu'il n'était pas question de les laisser gagner cette course. Mais la NASA n'était pas prête et l'opinion publique du monde libre n'admettait pas qu'on sacrifie des hommes à une cause qui demeurait purement symbolique. Ils cherchaient donc un réalisateur spécialiste des effets spéciaux pour simuler un atterrissage et un séjour là-haut, pour immortaliser les premiers pas de l'homme, un Américain, sur la Lune. On tirerait la fusée porteuse en grande pompe, comme d'habitude, puis une fois qu'elle aurait franchi les limites de la stratosphère, le réalisateur installé dans un studio de tournage ultra secret prendrait le relais. Bien qu'abasourdi, j'eus le réflexe de leur demander comment ils comptaient récupérer 3 astronautes qui auraient embarqué au vu et au su de tous à Cap Canaveral. Ils me répondirent en riant qu'on les escamoterait comme des foutus lapins dans le chapeau d'un prestidigitateur. Il fallait que je prenne ma décision tout de suite. Il ne nous restait plus beaucoup de temps pour préparer ce qui serait sans doute la plus grande mystification de tous les temps. J'en savais déjà trop. Si j'avais refusé leur proposition, j'aurais eu un accident mortel les heures suivantes. Et puis, que je sois damné, je dois reconnaître que le projet me fascinait, m'enthousiasmait. C'était le plus grand film de tous les temps qu'on me demandait de réaliser, une illusion qui deviendrait l'histoire officielle, la référence suprême. Je leur ai donné mon accord. Ils m'ont laissé 3 jours pour me préparer. J'ai rompu avec ma petite amie du moment, une starlette qui, je l'appris à l'occasion, me trompait avec un producteur, qu'elle trompait lui-même avec un acteur. Rires et applaudissements de l'assemblée. Puis on est venu me chercher en pleine nuit pour me conduire à la base secrète militaire 51 dans le désert du Nevada. Nous disposions sur place d'un immense studio souterrain et d'un budget à faire pâlir tout producteur normalement constitué. Nous avons travaillé jour et nuit pour fabriquer le décor lunaire, pour rédiger le scénario, pour préparer les angles de prise de vue, pour répéter avec les doublures des astronautes, pour prévoir l'imprévisible. Pendant ce temps, les responsables de la NASA et les agents de la CIA s'activaient pour donner le maximum de crédibilité à son entreprise. Certains employés du laboratoire d'observation McDonald, chargés de vérifier la distance Terre-Lune à l'aide de réflecteurs que les astronautes devaient poser dans la mer de la Tranquillité, furent impliqués dans le complot contre de très généreuses compensations. Moi-même, j'ai touché en 1 an suffisamment d'argent pour vivre très confortablement jusqu'à la fin de mes jours. Je ne vous parlerai pas des fausses communications destinées aux espions russes, des fausses photos, des faux échantillons de roches lunaires, des éclats de météorites au préalable nettoyés, des micro-organismes qui auraient révélé leur passage sur Terre. Je n'entrerai pas dans les détails, vous en avez la liste complète dans le dossier que vous a remis son Excellence, Yang Liwei. Il me suffira de vous dire que ce fut l'expérience la plus fantastique, la plus bouleversante de mon existence, le film total, ultime, auquel aspire tout cinéaste digne de ce nom.
Nous avons réalisé une œuvre quasi parfaite dans les conditions du direct pour plusieurs centaines de millions de spectateurs extasiés. La plus grande foutue fiction télévisée de tous les temps. Aucun autre réalisateur, même parmi les plus grands, même notre cher Stanley Kubrick, n'a eu et n'aura jamais une telle audience. Nous avons craint, à chaque instant, qu'une minuscule erreur technique ne dévoile la supercherie au monde entier et ne discrédite à jamais l'Amérique. Quelle extraordinaire tension pendant ces quelques jours. La moindre mouche, le moindre moustique, le moindre éternuement, la moindre panne de caméra ou de relais aurait pu foutre en l'air 15 mois de travail. Bon, des erreurs, il y en a eu, bien sûr, et des observateurs clairvoyants n'ont pas manqué de les dénoncer. Mais à chaque fois, la NASA et la CIA ont cloué le bec des contradicteurs avec des arguments scientifiques incontestables. Dans les batailles d'experts, ce sont toujours les experts officiels qui l'emportent, parce qu'ils ont l'appui des autorités de la justice et des médias. Mais pourquoi, me direz-vous, dépenser autant d'argent et d'énergie pour fabriquer une simple illusion ? Son Excellence, Yang Liwei, a déjà répondu à cette question. Il s'agissait de gagner à tout prix la course technologique contre l'URSS et d'imposer dans la tête de chaque terrien la suprématie du monde libre. Et puis, le coût d'une telle opération est dérisoire. Oui, dérisoire en regard d'une véritable expédition spatiale. Même si tous ceux qui ont participé à la mystification ont été très largement rétribués, ils sont nombreux, même si aucun autre cinéaste ne disposera jamais de tels moyens, même si quelques comploteurs, incapables de supporter le poids des remords, se sont suicidés ou ont été éliminés. Le prix à payer pour la supercherie a été nettement moins élevé pour le contribuable américain qu'une expédition réelle, vouée de toute façon à l'échec. Le monde libre n'a pas perdu la face dans cette affaire. Je crois que cette victoire truquée a marqué le début de l'effondrement du bloc communiste. Certains d'entre vous se demandent certainement pourquoi j'ai attendu tout ce temps pour raconter mon histoire. Richard Jenkins marqua un long temps de pause. Personne n'osa fissurer la chape de silence posée sur l'amphithéâtre. Yang Liwei gardait aux lèvres le sourire qui, chez les représentants d'un État moins puissant, aurait été considéré comme un signe d'arrogance. J'ai tant abusé des corrections génétiques que je suis atteint de cette nouvelle saloperie qu'on appelle couramment la transgénose. Reprit Richard Jenkins. Je vais mourir. Les médecins m'en donnent pour 1 semaine, 2 peut-être, avec un peu de chance. Je suis parti en septembre 1969 de la base 51 en promettant de garder le silence, évidemment, et de ne plus faire de cinéma. L'envie m'en était passée de toute façon. Aucun film n'aurait pu égaler ni même approcher l'expérience fabuleuse que j'ai vécue. Avant de disparaître, le temps est venu pour moi de signer mon œuvre. Les taïkonautes ne trouveront aucun drapeau américain sur la Lune, ni aucune autre trace d'une quelconque visite humaine. Il ne s'agit que d'un satané film, le film dont moi, Richard Jenkins, suis le réalisateur, le film qui a changé la face du monde. Son Excellence Yang Liwei sortit du bâtiment de l'ONU avec le sentiment du devoir accompli, et une fois à l'abri des regards, s'octroya un rire de satisfaction. Il avait obtenu ce que Beijing avait exigé de lui, une résolution, la 4566A, accusait les États-Unis d'avoir falsifié l'histoire et exigeait de l'ex-puissance américaine un communiqué officiel reconnaissant sa culpabilité dans l'affaire qu'il convenait désormais d'appeler la grande supercherie du vol Apollo 11. La résolution avait été votée à une majorité plus qu'écrasante, 210 voix contre 2, celle des États-Unis absents de la délibération et celle d'Israël. Aucun des 9 membres permanents présents n'avait opposé son droit de veto. Il s'agissait maintenant pour Beijing de passer à la dernière étape du programme, Chang'e.
La technologie spatiale avait considérablement évolué depuis 1969. La technologie audiovisuelle également. Pas question pour la République populaire de Chine de prendre le moindre risque. On n'attendrait pas que la maladie emporte le faux témoin Richard Jenkins, excellent acteur qui avait vraiment travaillé sur le film de Kubrick, un homme obsédé par sa survie, donc très facile à corrompre, dont le cas était sans doute définitivement réglé à l'heure qu'il était. Les services secrets chinois s'étaient assurés qu'il ne restait plus un seul témoin vivant ayant participé au programme Apollo. Plus aucun contradicteur. Les immenses studios enfouis à la lisière du désert de Gobi s'apprêtaient à fournir au monde extasié les images des taïkonautes triomphants plantant le drapeau rouge sur le sol lunaire. L'important n'était pas le fait, mais l'image, l'histoire, la mythologie. C'est par le mythe que les États-Unis étaient devenus la puissance dominante du XXe siècle. Par le mythe que la Chine restaurerait sa grandeur millénaire et serait le phare du XXIe siècle et des siècles à venir. Yang Liwei s'autorisa un deuxième rire dans le taxi jaune qui le ramenait dans ses appartements de Central Park. Les Américains s'étaient donné beaucoup de mal pour expédier le premier homme sur la Lune. La facilité avec laquelle il avait pu effacer leur exploit ne cessait de l'étonner. Il n'y avait aucun mérite, aucune gloire à leurrer l'humanité. Personne n'irait vérifier que le drapeau américain flottait toujours sur la Lune, surtout pas les taïkonautes qu'on avait choisis pour leur physique de jeunes premiers et leur capacité à tromper les détecteurs de mensonges. Une nouvelle de Pierre Bordage, On va marcher sur la Lune. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.